Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Pour un grand nombre d'entre nous, beaucoup de films Disney restent des références incontournables. Et l'une des raisons principales à ça, c'est qu'ils ont su créer un grand nombre de scènes mémorables. Cette capacité à créer des scènes iconiques a été un grand facteur dans ce qui nous a agrippés enfants. Et même si pour moi un film se doit d'être jugé dans sa globalité, je ne peux pas nier la force de ces scènes qui à elles seules ont su m'agripper particulièrement dans le film. Et aujourd'hui, on va célébrer leurs meilleurs moments, ceux qui ont su nous attacher à notre siège et nous faire ressentir quelque chose de puissant. Qu'ils soient drôles, tristes, palpitants, effrayants, apaisants, ces instants nous ont laissé une marque indélébile. Mais avant de commencer, comme d'habitude, il s'agit d'une liste subjective. N'hésitez pas à faire partager vos propres scènes iconiques dans les commentaires. Ensuite, j'aimerais qu'on se mette bien tous d'accord sur le sens du mot scène. Une scène enchaîne ses événements dans une même situation et temporalité. Elle doit se dérouler sans discontinuité. Autrement dit, vous ne verrez pas l'évolution du couple Carl et Lee dans cette liste, parce qu'il ne s'agit pas d'une scène, mais d'une séquence. Nul doute qu'elle aurait eu sa place si j'avais étendu mes critères, mais voilà, pour moi, une séquence ne joue pas tout à fait le même rôle qu'une scène. Et puis, si ça peut m'éviter de dire du bien de là-haut, sachez aussi que certaines de ces scènes vous spoileront bien le film associé, donc soyez avertis et n'hésitez pas à sauter quelques numéros de cette liste si besoin. Ces petites précisions étant faites, c'est parti pour le top 10 des meilleures scènes faites par Disney. Le numéro 10. Allons. Cette scène n'a l'air de rien, mais c'est l'exemple de transition parfaite pour moi. On en est au point crucial où la relation Belle-Bête va partir vers une nouvelle direction. Après ce qui vient de se passer, Belle arrive enfin à aborder la bête autrement que comme son tortionnaire. Et pour l'illustrer de la façon la plus efficace qui soit, on les fait se culreler un peu. Mais ça fait mal! Si vous restiez tranquille, vous auriez moins mal. Si vous ne vous étiez pas sauvé, ça ne serait pas arrivé. Et si vous ne m'aviez pas fait peur, je ne me serais pas sauvée. Ça fait sourire, mais surtout ça met en avant efficacement les personnalités 100% sincères des personnages, le côté encore gamin de la bête et le côté je ne me laisse pas faire de Belle. J'adore le fait qu'il essaye d'avoir le dernier mot comme si c'était une compétition, et j'adore le fait que Belle ne fasse plus du tout attention à son côté imposant et le traite juste par rapport au comportement dont il fait preuve. C'est le véritable départ de leur relation et il est géré très efficacement, de façon à la fois légèrement comique et intelligente qui reflète très bien le caractère de nos personnages. À propos, c'est gentil de m'avoir sauvé la vie. Je vous en prie. Numéro 9. En écoutant ta bestiole, on aurait cru qu'il pouvait nous arriver une tuile. Qui a envie de chier dans son froc? Les premiers Disney sont connus pour leur imagerie plus horrifique que la moyenne, mais cette scène remporte la palme. L'évolution de la scène est très intéressante. Au début, c'est presque joué pour la comédie. Pinocchio voit ce qui se passe, il se dit qu'il a des hallucinations à cause de ce qu'il a consommé. Et au passage, pour ceux qui ont décidé d'enlever l'alcool et le tabac dans les films Disney pour éviter d'inciter les jeunes à en prendre, cette scène m'a complètement dissuadé d'en prendre quand j'étais petit. Mais ils se rendent compte que la situation est plutôt grave au final et Crapule le prend de façon assez réaliste, je trouve. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Oh! Sors-moi de là, Pinocchio! T'es un copain! Ah! Maman! 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 Toute la panique qui monte jusqu'à la transformation finale et la réaction de Pinocchio qui observe la scène impuissant, c'est du vrai talent de mise en scène, dont beaucoup de créateurs de films d'horreur récents devraient s'inspirer. Et n'oublions pas les petits bonus. Ça, c'est le regard de quelqu'un qui se rend compte de tout ce qui va lui arriver. Disney, de l'enchantement jusqu'à vos cauchemars. Numéro 8.
C'est le point culminant du film en termes d'échelle de la situation. On assiste directement aux dégâts qu'une guerre provoque et c'est très pesant pour le moins dire. Et d'accord, on voit juste les cadavres en fond, mais ils restent présents et ça rajoute bien au côté dérangeant de la scène. Le film a même pris la peine de clarifier qu'on n'a pas perdu que des soldats ici, en utilisant une poupée comme symbole évident mais efficace. Mais bon, peut-être qu'elle appartenait juste à un otaku avant-gardiste. Essayons de rester positifs. Ça a d'autant plus de poids que ça suit une scène très légère au sein de notre petite armée, donc ça crée un contraste qui rend ce passage encore plus poignant. C'est aussi un très bon moment pour le personnage de Chang, qui lutte clairement pour rester posé dans cette situation et ne pas montrer comment la mort de son père l'affecte. Ça offre beaucoup d'instants calmes et pesants en terminant sur une tombe symbolique qui représente à la fois l'homme qui s'est battu et ce qu'il a voulu protéger. C'est facilement un des moments les plus puissants de Disney. Numéro 7. C'est rien, tu vas t'en remettre. Je crois me souvenir que tu préfères travailler en solo. Les Indestructibles est un grand film de super-héros qui reprend de façon très efficace les ficelles du genre. Et cette scène-là en est la quintessence pour moi. C'est le moment le plus sombre pour Bob Parr, qui, suite à une scène très haletante, croit que toute sa famille vient de mourir. Contre toute attente, il ne le vit pas très bien. Relâche-moi. Ou quoi? Ou je la casse en deux. En laissant sa colère parler, il semble prêt à aller jusqu'à tuer, ce qui amène un échange tendu extraordinairement prenant entre lui et Syndrome. Ce sera facile, comme briser une allumette. Je demande à voir. Bien entendu, il ne le fait pas au final, mais le moment de tension est bel et bien présent. Ça reprend les éléments typiques du héros qui risque d'aller trop loin et du méchant qui considère la compassion des héros comme une faiblesse, en les exécutant avec talent. Ça illustre parfaitement l'attachement qu'a Monsieur Indestructible envers sa famille, et à quel point Syndrome est un bel enfoiré, en embrassant 100% ce qui rend les histoires de super-héros aussi prenantes. En plus des femmes sexy en spandex. Et mention spéciale à Mirage, dont l'expression de terreur complète parfaitement cet instant. Il faut savoir qu'il existe une version non censurée où on la voit se faire pipi dessus. Non, cherchez pas. Mais ce serait arrivé si ça avait été moi à sa place. Numéro 6. Sans toi, la moitié de l'équipage serait en train de faire le grand 8 dont je tournoie. Non, Et vous ne comprenez pas? C'est moi le coupable. Pendant 2 secondes, j'ai cru que je pouvais faire quelque chose de bien, mais... La plupart des gens qui ont vu La Planète au Trésor vous diront que la meilleure partie du film est la relation entre Jim et Silver, à juste titre. Silver représente une figure paternelle en remplacement de celle qu'il n'a jamais eue, et Jim représente un attachement que Silver n'a jamais connu auparavant. Et c'est cette scène-là qui cimente et illustre le plus joliment leur relation. Durant tout le film, Jim a peur d'être un raté, de ne rien avoir à apporter au monde, et l'échec qu'il vient de vivre appuie sa mauvaise estime de soi. Ce qu'il lui faut, c'est qu'on lui dise qu'il vaut quelque chose, et c'est ce que fait Silver de la plus belle des façons qui soit. tu as en toi les prémices de la grandeur. Mais il faut te mettre à la barre et choisir toi-même ton cap. Ce jour-là, j'espère être avec toi pour contempler tes voiles inondées de lumière. Alors oui, c'est un peu gnangnan, on s'en moque même un peu plus tard. Comment c'était déjà? Oh, tu as en toi les prémices de la grandeur, Jimbo. Toi, tu la fermes. Mais je m'en fous, c'est sacrément efficace. On ressent toute la sincérité de Silver dans ses paroles, lui qui n'arrête pas de baratiner durant tout le film. Il trouve pile les mots qu'il faut pour consoler Jim, et ce moment où il pose sa tête sur son ventre est juste ultra touchant. Toute la relation entre ces deux-là évolue magnifiquement tout le long du film, mais c'est là qu'il est clair et net qu'ils ne sont pas juste sur le même bateau. Avec un texte très poétique et des silences très bien gérés, il est difficile de ne pas être ému en voyant cette scène. Allez, Jim, il est l'heure. Numéro 5. Ça va être assez rapide là, parce que la scène parle d'elle-même. Le lâcher de lanterne est visuellement magnifique, et on ressent tout l'accomplissement de Réponse quand elle y assiste, de même que l'attirance que finit par reconnaître Flynn en la voyant réaliser son rêve, le tout accompagné par une chanson douce très bien écrite. Tant d'années sans voir ni comprendre le monde.
la vraie vie. Bon, c'est pas aussi magique que de le réaliser pendant une scène de gospel enjouée avec des flamants roses qui dansent, mais ça reste pas mal. Je ne louperai jamais une occasion. Les expressions parfaitement bien choisies sur leur visage suffisent à souligner la beauté de ce moment. C'est un accomplissement de personnages très joliment mis en scène qui illustre toute la grandeur du couple Réponse Flynn. Je veux croire en vous. Numéro 4. Bing Bang? Ne pleure pas, ne pleure pas. Je le redis, je suis toujours pris par les scènes de sacrifice, à quelques exceptions près. Donc cette scène était un peu vouée à me toucher dès le départ. Mais en plus de ça, c'est l'une des meilleures mises en scène qu'on puisse faire pour ce moment. Tout se déroule très intelligemment, sans trop partir dans le pathos. La décision de Bing Bong, la façon dont il le cache à joie, leur tout dernier échange, cela s'enchaîne très naturellement, sans s'étendre et en laissant juste le temps qu'il faut pour ressentir l'émotion. Bing Bong était drôle et attachant, donc sa mort nous attriste très clairement. Mais ça reste une mort particulière parce qu'elle arrive à être à la fois moins tragique et plus tragique qu'à l'accoutumée. Ce n'est au final qu'un fragment de l'imagination de Riley, donc sa perte ne représente pas quelque chose d'aussi important que si une vraie personne était morte. Mais ça veut alors dire que personne ne va le pleurer en vrai, personne ne se souviendra de lui à part joie et tristesse. Pour Riley, il ne représentera plus rien, juste un fragment de son ancienne mémoire qui a disparu. En un sens, ça rend le sacrifice d'autant plus touchant, et ça illustre très bien le message secondaire du film, à savoir qu'on laissera toujours quelque chose derrière soi en grandissant. Il y a des sacrifices inévitables qu'on fait en avançant dans la vie, et on nous a montré un exemple littéral, très déchirant et très marquant. Emmène-la sur la lune pour moi. D'accord? J'essaierai, Bing Bong. Je te le promets. Numéro 3. Le possible de Notre-Dame! Exemple ultime de changement de ton. C'est une scène qui me fait grincer, mais dans le bon sens du terme. En l'espace de 2 minutes, on voit toute cette évolution de Quasimodo qui passe du sommet du monde à plus bas que terre. Sérieusement, regardez-le au début, il a l'impression de vivre la plus belle journée de sa vie. Le voir verser sa petite larme de joie en pensant que les gens l'ont accepté, c'est tellement touchant. Ce qui est nettement moins touchant, c'est la suite. Très vite, les gardes se mettent à le ridiculiser, suivis par la populace. Ou comment me faire haïr un groupe de gens en moins de 30 secondes. Ça nous donne tout un passage écœurant qui illustre toute la mentalité dans les environs. On ressent une peine énorme pour notre héros qui a juste envie que ça cesse. Et il n'est pas le seul à en avoir envie. Mais le film ne nous épargne pas et nous fait assister à cette atrocité suffisamment longtemps pour que ça nous imprègne. Ça rend le moment où Esmeralda finit par intervenir d'autant plus libérateur. Je suis désolée. Cela n'aurait jamais dû arriver. Cette scène est tellement forte qu'elle justifie complètement l'attirance inconditionnelle de Quasimodo pour elle et son abandon à vouloir être accepté des autres durant le reste du film. Et ça donnera un poids et un sens très fort dans la résolution finale. On peut déplorer beaucoup de choses sur la qualité de l'adaptation, mais c'est franchement la meilleure interprétation que j'ai jamais vue de ce passage du roman de Victor Hugo. Numéro 2. Je m'appelle Andy. Mon petit doigt m'a dit que tu aimais beaucoup les jouets. Je pars très loin d'ici. Et il faut que je trouve quelqu'un d'exceptionnel pour jouer avec eux. Dis donc, ça y va les tirs d'armes là.
J'ai déjà parlé un peu en détail de cette scène. Oui, c'est nunuche et excessif, mais c'est juste extrêmement touchant. Andy est sur le point d'entrer dans une toute nouvelle vie et de laisser son passé derrière. Donc quand il présente les jouets qu'il va donner à Bonnie en prenant un ton enfantin, parce que c'est comme ça que beaucoup de gens s'adressent aux enfants. Il se remémore une dernière fois le bon temps qu'il a passé avec eux et ce qu'ils ont représenté pour lui. Cette scène représente une nouvelle fois le passage de la vie, ce qu'on doit laisser derrière et tout ce que ça veut dire pour nous. Il y a d'ailleurs tout un parallèle avec Woody qui doit accepter de passer à autre chose qu'Andy durant tout le film. Et pour marquer ce grand passage à autre chose, on nous offre une belle scène d'au revoir. Qui en fait peut-être trop pour certains, mais après avoir passé tout ce temps à suivre ces personnages, ça ne me dérange pas qu'on en fasse un peu des caisses. C'est une version romancée de quelqu'un qui dit au revoir à son enfance, et comme pour beaucoup de gens, je me suis complètement identifié à ça. Merci les amis. Une excellente conclusion à la trilogie. Et merde. En général, j'évite de faire des mentions honorables parce que je suis feignant, mais là, j'ai dû faire tellement le tri parmi toutes les scènes Disney que j'aime afin de faire ce top 10 et que je ne pouvais pas ne pas en citer quelques autres. Robin des Bois est un film que j'apprécie, mais qui manque trop souvent de profondeur pour que je sois pleinement pris dedans. Mais s'il y a une scène où j'ai été vraiment pris, c'est celle-là. Suite à un concours de circonstances un peu forcé, faut l'avouer, Robin se retrouve seul à devoir fuir toute une garnison et c'est ultra palpitant. Les dangers et obstacles n'arrêtent pas de s'enchaîner, c'est un moment d'action très frénétique, extrêmement prenant. Je n'ai pas abordé cette scène lors de ma critique du film, parce que j'étais un peu certain d'en parler ici. Ça s'est pas joué à grand chose. C'est un moment très déchirant de Bienvenue chez les Robinson, où Lewis renonce à la chose qu'il souhaitait plus que tout au début du film parce qu'il a décidé de se tourner vers son avenir. Une scène débordant d'émotions malgré son calme, qui véhicule un beau message. Pourquoi tu l'as laissé s'en aller? Parce que j'ai déjà une famille. Cette scène parle d'elle-même pour moi. Ça parle d'une situation typique de film d'horreur en la montrant d'un tout nouveau point de vue. Et j'ai trouvé ça très intelligent. D'autant plus que ça met en avant les capacités de Bob en appuyant la très belle morale du film. Et pour terminer, la meilleure scène Disney jamais faite est... Qu'est-ce que tu attends, tue-moi? Ok, ça fait partie des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma pour moi. Et pour bien expliquer ça, on va la décortiquer point par point. Tarzan et Clayton ont un combat intense et Tarzan finit par prendre le dessus. Qu'est-ce que tu attends, tue-moi? Sois un homme. En 3 mots, Clayton rappelle le dilemme de Tarzan sur son identité, en définissant un homme selon ses termes à lui. Et il le prend de haut parce que dès le départ, pour lui, Tarzan n'est pas un homme, ce n'est qu'un sauvage. J'ai bien appris à un perroquet à chanter God Save the Queen. Je peux sûrement apprendre quelques petites choses à ce sauvage. Et Tarzan trouve la réponse la plus appropriée à ça. Pas un homme comme toi! Bam! Dans ta gueule! Il rejette complètement sa vision des choses en se montrant bien plus ouvert et réfléchi que lui en une toute petite phrase. En seulement 8 mots, on a une confrontation d'esprit profonde avec une conclusion sur le dilemme de Tarzan quant à sa nature. Et il est à noter qu'il a été mis en place que Tarzan pouvait imiter plusieurs bruits avant, dont celui du fusil. Oui, Clayton, magnifique!
Et c'est là qu'on voit qui est le véritable sauvage. Clayton est emporté par sa rage et veut tuer Tarzan, qui le bat une fois de plus en le piégeant dans des lianes. Mais il enrage encore plus et ne remarque pas qu'en voulant se dépêtrer, il se mène à sa propre perte. Tarzan essaye de le raisonner, mais il n'y a plus moyen de calmer cette bête enragée qui finit par tomber vers sa mort. Angle de mise en scène parfait. Cette simple ombre a tout autant d'impact que si on voyait le corps. Disney a ce talent de jouer sur ses restrictions en arrivant à en faire ressentir tout autant en montrant moins. C'est facilement l'une des morts les plus marquantes de Disney à mes yeux et qui conclut excellemment cette scène magistrale. L'écriture, l'animation, les couleurs, la mise en scène, tout rend cette scène d'1 minute 30 sublime et remarquable. C'est une évolution de personnage et une mort de méchant menée de main de maître. Et je m'imagine mal une scène Disney future battre ça pour moi. Ces films savent montrer leur talent en créant des moments qui nous marqueront à jamais. Merci à tous d'avoir suivi, c'était un vrai plaisir de partager avec vous mes scènes préférées. Mais ce sera pas aussi fun que de me plaindre de celles qui me plaisent le moins. Préparez vos pouces rouges pour la prochaine fois parce que je les sens venir et n'oubliez pas d'être Disneyphile.